Bonjour, aussi de ma part, et bienvenue ici à l'IDEAP. Moi, j'aimerais tout d'abord remercier très chaleureusement les organisateurs de cette journée de la gouvernance, qui est un événement prestigieux ici à l'IDEAP, qui rythme l'année IDEAP. C'est la première fois qu'ils me font l'honneur de m'inviter, donc je suis très heureux. Mais en fait, pour parler de fédéralisme, sécurité sociale et crise, il aurait fallu m'inviter il y a quelques années. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, ça fait à peu près 30 ans que j'étudie la politique sociale, et ce dont je vais vous parler pendant la demi-heure que j'ai à disposition. Et pendant ces 30 ans, à peu près tout le temps, il y avait vraiment un sentiment de crise, la crise de l'État social. C'est un terme que j'ai entendu très souvent, la crise de la sécurité sociale. Depuis une année, un peu plus qu'une année, on n'entend plus ça. Pourquoi? Parce qu'on a ce nouveau contexte du marché du travail où on a pénurie de main-d'œuvre qualifiée, le chômage baisse. Vous allez voir, les régimes sociaux, le nombre de bénéficiaires des régimes sociaux baisse un peu partout. Et du coup, il n'y a plus tellement une situation de crise aujourd'hui autour de la sécurité sociale. Mais c'est très nouveau. Et le problème, c'est que nous, je pense, dans les sciences sociales, je revendiquerais une certaine compétence pour faire de bonnes interprétations de ce qui se passe, mais on a besoin de temps. On n'arrive pas à interpréter bien ce qui se passe les derniers mois. On a besoin des années. Donc, je vais quand même vous parler du passé aujourd'hui, des problèmes de coordination des politiques sociales, des politiques de sécurité sociale dans le contexte du fédéralisme. Et le passé, il n'est pas non plus inutile de s'intéresser au passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui change, ce n'est pas les structures. Les structures qui ont posé des problèmes dans le passé, quand il y avait beaucoup de chômeurs, quand il y avait beaucoup de bénéficiaires AI, quand il y avait beaucoup de bénéficiaires de l'aide sociale, ces structures sont encore les mêmes. Ce qui a changé, c'est que le problème est moindre. Et du coup, s'il y a des inefficiences, elles sont moins visibles, mais les structures et les problèmes que ces structures génèrent restent. Et donc, même si je vais parler du passé, et le contexte a changé, je pense que ce que je vais vous dire, j'espère en tout cas, ça a quand même une pertinence par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera demain aussi, parce qu'on n'a pas de garantie que le contexte favorable du marché du travail qu'on connaît aujourd'hui va durer pour toujours, même si la démographie, c'est vrai qu'elle est très favorable maintenant. Il y a beaucoup plus de monde, les cohortes de départ en retraite sont plus importantes que les cohortes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, ce contexte de pénurie de main-d'œuvre qui peut être favorable à l'insertion professionnelle a de fortes chances de continuer au fil des années futures. Mais on n'en sait rien en réalité. Une grosse crise peut nous tomber dessus et on aura besoin à nouveau de ce système de sécurité sociale qu'on a construit au fil des années. Donc je parle du passé, mais je pense que ce passé n'est pas forcément complètement désuet, surtout aussi parce que les structures sont toujours les mêmes, elles n'ont pas été modifiées. Et j'aimerais parler de ça de manière un peu plus générale, donc introduire ce concept d'état sociaux multiniveaux. Qu'est-ce que c'est qu'un état social multiniveau? C'est un état social où les différents programmes de l'état social, de la sécurité sociale, sont gérés par des niveaux différents de l'État. Alors typiquement, c'est le cas en Suisse, évidemment, donc on a les grandes assurances sociales qui sont principalement fédérales, même si l'assurance chômage et l'assurance validité sont dirigées, sont gérées au niveau fédéral, mais mises en œuvre par les cantons, donc on a déjà un élément de complexité là. Et puis on a l'aide sociale qui est cantonale, voire communale, ça dépend des cantons, soit conjoint commune et canton, tout ça dépend des cantons. Donc là aussi, on a vu plusieurs usines à gaz, on va dire, déjà ce matin, et là il y en a une autre quelque part, donc une structure qui n'a pas été pensée dès le début, mais qui est le résultat de différents étages qui se sont succédés au fil des années. Mais cette notion d'état social multiniveau, et j'aimerais l'élargir un peu au-delà du cas suisse, c'est pas que la Suisse qui connaît ça. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve en général dans les pays fédéraux, déjà, donc en Allemagne et d'autres pays fédéraux, par exemple, c'est très semblable à la Suisse, mais aussi dans des pays unitaires, comme par exemple la Suède, où vous avez aussi l'aide sociale qui est gérée au niveau communal. Et puis, c'est aussi une notion qui est utilisée souvent pour penser ou pour parler de l'état social de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas d'état social aujourd'hui, mais il y a beaucoup de monde qui réfléchit, qui fait des propositions, et on va voir que quelques-unes des problématiques que moi je mets en évidence, alors en parlant plutôt de la Suisse, mais ce sont des problématiques qui se posent pour toute situation dans laquelle vous avez différents niveaux de l'État qui prennent des responsabilités pour les différentes parties de l'État social. Donc c'est vraiment cette idée de l'État social multiniveau qui, de par sa structure, crée des dilemmes et des mauvaises incitations. Alors on va voir
maintenant que sont quelques-uns de ces dilemmes et quelques-unes de ces mauvaises incitations. Le dilemme, donc, il y en a sans doute plusieurs, mais celui sur lequel j'aimerais me focaliser maintenant est le dilemme entre visibilité et équilibre budgétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? La politique sociale, les politiques sociales sont des politiques très visibles. En fonction de ce que vous faites, c'est facile pour un gouvernement de communiquer « je suis en train de faire cette politique pour, je sais pas, les enfants, pour les crèches, pour les familles en difficulté ». Tout ça, c'est des politiques qui ont une forte visibilité. Alors peut-être qu'aujourd'hui en Suisse, on le voit moins, on le voit de temps en temps quand il y a des ministres cantonaux, des conseillers d'État qui mettent vraiment en avant leur rapport. Dans ce domaine-là, on le voit moins, mais historiquement, on pense que dans beaucoup de pays, la politique sociale, la création d'un État social est un facteur de création d'unité nationale. Probablement aussi en Suisse, on a des politiques qui historiquement étaient disponibles que pour les Suisses. Si on est Suisse, on a droit à certains droits sociaux. Il n'y a pas de droit si on n'est pas Suisse. Quand on a construit les États-nations, c'était très présent, cette dimension de la politique sociale comme instrument de construction. Et pourquoi la politique sociale? Parce que c'est visible, parce que tout le monde qui reçoit de l'argent se rend compte de l'État qui est là et qui fait quelque chose pour lui. Et on le voit aujourd'hui, cet effet-là, on le voit beaucoup dans les pays où il y a des revendications sécessionnistes ou de plus d'autonomie. Par exemple, la Catalogne en Espagne, l'Écosse au Royaume-Uni, le Québec au Canada. Et là, par exemple, en Écosse, vous avez un État social qui est disponible pour tous les citoyens du Royaume-Uni. Et l'Écosse, le gouvernement écossais, aime bien ajouter une couche pour pouvoir dire aux citoyens résidant en Écosse, vous êtes Écossais, vous avez un peu plus que les Anglais, que les Gallois, que les Irlandais du Nord. Vous voyez qu'on voit vite la manœuvre politique qu'il y a là derrière aussi, parce que peut-être qu'un jour, il y aura un nouveau référendum pour l'indépendance de l'Écosse, et on met en avant vraiment un État plus caring que l'État britannique comme argument qui justifie aussi l'indépendance. Donc, on voit bien qu'il y a un intérêt pour des collectivités territoriales dans des situations particulières, mais aussi, je dirais, en temps normaux, à gérer une partie de l'État social, on va dire aussi. Peut-être pas forcément la totalité, mais au moins un peu, parce que ça donne de la visibilité. Mais ces politiques, elles ont un coût. Donc moi, gouvernement écossais ou gouvernement d'un canton suisse, je peux bien être généreux avec mes citoyens et montrer que, voilà, nous, on a à cœur votre bien-être, chers citoyens, et vous aurez droit à ci, à ça, mais il faut le financer, tout ça. C'est une évidence. Et il faut le financer. Et alors, si les choses vont bien, si l'économie tourne bien, si les rentrées fiscales sont suffisantes, pas de problème, mais on sait bien que ce n'est pas toujours le cas. Et que se passe-t-il quand il y a un problème? Il faut peut-être augmenter les impôts, alors ça, ce n'est pas génial. Risque de faillite peut-être, ou bien acquérir une réputation d'incompétence pour la gestion du budget de l'État. Donc, vous voyez un dilemme entre visibilité et équilibre budgétaire qui se pose un peu pour toutes les collectivités, en particulier les collectivités de rang inférieur. En Suisse, ce seraient les cantons et les municipalités. Comment est-ce que les pays réagissent à ce dilemme? Alors, avec deux collègues, Philippe Train et Marcello Natilli, on a développé un modèle où on met en avant 3 dimensions qui contribuent à déterminer qu'est-ce qui fait qu'on va choisir plutôt la visibilité ou plutôt l'équilibre budgétaire au niveau d'une collectivité publique. Alors, le type de fédération, ancienne ou nouvelle, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a des fédérations anciennes, comme la Suisse, qui en fait, la notion du fédéral prédate l'État moderne, quelque part, et puis d'autres, comme l'Espagne ou l'Italie, où l'État moderne était très unitaire et qui sont actuellement en train de partager les compétences, diffuser les compétences au niveau des régions. Et là, on pense que c'est plus important de montrer la pertinence. Pourquoi? Parce que, voilà, vous créez une région en Italie, et puis, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose pour les citoyens? Si vous êtes élu dans cette région, vous voulez gagner en visibilité, la meilleure chose à faire, c'est introduire un nouveau régime de politique sociale. Mais évidemment, ça a un coût. Mais ça va dans le sens de favoriser la visibilité. Même chose si c'est un pays plurinational, s'il y a des clivages basés sur l'identité, exemple de l'Écosse de tout à l'heure, la Catalogne en Espagne ou le Québec au Canada, ce seraient aussi des exemples où on va prioriser la pertinence et donc on va prendre des risques au plan financier parce qu'on pense que c'est important de faire ça. Peut-être dans d'autres contextes, on va le faire moins. Peut-être la Suisse, comme on a une ancienne fédération, mais plurinationale, on est un peu entre deux quelque part. Et puis, l'autonomie fiscale, ça c'est aussi quelque chose qu'on trouve avoir un impact important. Et grosso modo,
qu'est-ce qui est important de l'autonomie fiscale? C'est est-ce qu'une collectivité publique qui ferait faillite peut s'attendre à être sauvée par l'État central ou pas? Et là, l'exemple qu'on utilise pour discuter de ça, c'est l'exemple suédois, où pendant longtemps, il y avait une garantie de bail-out, donc de sauvetage financier pour les municipalités qui faisaient faillite. Et de temps en temps, il y avait des municipalités qui faisaient faillite et qui étaient sauvées par l'État central. Souvent, elles faisaient faillite parce qu'elles étaient un peu trop généreuses avec les politiques sociales. Alors, ils ont décidé d'enlever la garantie explicite de sauvetage, mais il y a quand même eu des municipalités qui ont fait faillite par la suite. Elles ont quand même été sauvées, même s'il n'y avait plus la garantie explicite. Donc, en fait, la garantie explicite s'était transformée en une garantie implicite. Et ça, peut-être juste une petite parenthèse pour faire le parallèle avec le sauvetage des banques, hein, qui est un autre domaine dans lequel on dit on ne va pas vous sauver, il n'y a pas de garantie explicite, surtout pas de garantie explicite, mais une forte garantie implicite. C'est difficile de retirer, c'est plus difficile de retirer une garantie implicite que de retirer une garantie explicite, comme on a pu le voir ici et en Suède aussi. Donc là, vous voyez quelque part le dilemme, un peu comment on essaye de se mouvoir dans ce dilemme. Et il y a une voie de sortie de ce dilemme, en fait, on a découvert. Alors, ce n'est pas une solution. Je l'appelle voie de sortie et pas solution, parce que ce n'est surtout pas une solution, mais c'est une voie de sortie. Vous allez voir pourquoi ce n'est pas une solution, mais c'est une voie de sortie. C'est ce qu'on appelle en Suisse le transfert des charges. Donc, vous avez un État social multiniveau, vous avez un niveau qui est responsable pour certains programmes, disons la Confédération pour le chômage et l'invalidité, comme c'est le cas en Suisse. Vous avez un autre niveau, les cantons et les communes sont responsables pour l'aide sociale. Et supposons que vous êtes dans une situation de crise, dans le sens que vous avez un nombre de bénéficiaires croissant, ce qui était le cas pendant les 30 dernières années, grosso modo en Suisse. Vous avez un nombre de bénéficiaires croissants et ça vous pose problème parce que voilà, chaque année, vous devez mettre plus d'argent là-dedans. Moi, je me souviens des séances dans des cantons de Suisse romande où les responsables du service ou du département des affaires sociales disaient c'est très embêtant, on fait un budget et puis au mois d'octobre, on n'a pas assez, donc il faut aller au Grand Conseil demander une rallonge parce que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc, ce n'est pas une situation agréable pour un conseiller d'État en charge du social de devoir aller tous les mois, toutes les années, en octobre, en novembre, demander une rallonge. Et donc, il faut faire quelque chose. Ils essaient de faire quelque chose et ils ont deux options, ces services ou ces départements. Une, c'est d'aider les bénéficiaires à réintégrer le marché du travail. C'est évidemment la solution que tout le monde préfère et qui est poursuivie par la politique publique officiellement. Mais il y a aussi une autre solution qui est un peu moins glorieuse, mais qui a été pratiquée, qui est d'essayer de transférer les bénéficiaires sur le programme et sur le budget de quelqu'un d'autre. Donc ça, vous pouvez le faire seulement si vous avez un État social multiniveau. Si tout est géré par le même niveau de l'État, que ce soit la Confédération ou le canton, vous ne pouvez pas faire ce jeu-là du transfert de charges. Alors, je pense que vous avez entendu parler du transfert de charges, j'imagine, parce que c'est souvent dans la presse. Et il y a des accusations mutuelles qui sont faites de la part des cantons et des municipalités vers la Confédération et vice-versa. Et en fait, c'est une voie de sortie parce que le dilemme tel que je l'ai présenté tout à l'heure, les unités territoriales doivent décider est-ce qu'on privilégie la visibilité, on fait de la politique sociale généreuse et développée, ou bien est-ce qu'on privilégie l'équilibre budgétaire, on est plutôt économe. Ils sortent de ce dilemme parce qu'ils peuvent se permettre des politiques sociales, garder les politiques sociales, se permettre des politiques sociales, mais les coûts, ils les transfèrent à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un peu la quadrature du cercle. Mais ce n'est pas vraiment une solution. Je ne l'appelle pas solution. Pourquoi? Parce que en fait, les gens tournent dans le système plutôt que d'être remis sur le marché du travail. Mais peut-être, ça vaut la peine de s'arrêter un moment sur comment est-ce qu'on le fait, le transfert des charges. Moi, je ne peux pas juste prendre une personne et la déplacer d'un budget à un autre, évidemment. Et dans le papier que j'ai évoqué tout à l'heure, on identifie deux type de transfert de charges, très simplement vers le bas et vers le haut. Vers le bas, c'est quand du niveau fédéral, on change les lois en général. Les transferts vers le bas se font en changeant la législation. Et ce qui se passe, c'est qu'on rend plus difficile l'accès aux programmes nationaux. Par exemple, en Suisse, on n'a pas tellement eu de retraite anticipée. C'était surtout le deuxième point que vous voyez là, introduction de conditions d'éligibilité plus strictes à l'assurance chômage ou à l'assurance invalidité. Ça, on a fait beaucoup en Suisse au fil des années et on a restreint l'accès à ces deux
assurance sociale fédérale. Le résultat, c'est qu'un certain nombre de personnes qui auraient dans le passé eu accès à ces assurances-là se retrouvent à l'aide sociale cantonale. Donc c'est un transfert de charges vers le bas. Mais il y a aussi le transfert des coûts vers le haut. Comment ça se passe? Ça se passe dans le cadre de la législation existante. Les niveaux inférieurs ne peuvent pas changer de leur gré la législation fédérale. Alors, qu'est-ce qu'ils font? À l'intérieur des opportunités qui sont fournies par la loi, ils essayent d'organiser ce transfert vers le haut. Le plus simple, ce qui a été le plus pratiqué en Suisse, c'était en offrant des emplois à durée limitée, mais rémunérés à des clients de l'aide sociale, par exemple, ce qui leur donnait droit à une nouvelle période d'indemnisation à l'assurance chômage, et donc encore une année et demie à la charge de la Confédération. Ça, c'était beaucoup fait. Ou bien en aidant les clients à obtenir des prestations d'invalidité. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un service social communal, par exemple, au cantonal, vous avez quelqu'un qui a l'aide sociale et qui a un problème de santé, vous l'encouragez à déposer une demande de rente AI. Supposons que la rente AI est refusée, la AI est très stricte aujourd'hui par rapport à la reconnaissance d'un handicap qui donne un RE à une rente, le service social va peut-être payer un avocat pour instruire un recours contre une décision négative de l'AI. Alors moi, je vous avoue que quand j'ai appris ça, j'étais un peu choqué parce que je me dis, là, on a un système qui se présente comme quand même assez unifié, qui met beaucoup l'accent sur la notion de collaboration et il y a un discours vraiment qui est très empreint par des notions on met le bénéficiaire au centre et ses intérêts. Et là, je découvre qu'un service social paye un avocat pour faire en sorte que ce ne soit pas lui qui prend soin du bénéficiaire, mais quelqu'un d'autre. On m'a fait remarquer que les bénéficiaires de l'aide sociale, ils ont des droits eux aussi, comme n'importe qui. Ils n'ont pas l'argent pour payer un avocat, donc c'est normal que ce soit l'aide sociale, le contribuable, qui paye l'avocat. Mais quand même, par rapport à la cohérence du système, je pense que ça pose un problème. Quelques exemples peut-être un peu plus concrets, exemple suisse de transfert de coûts. Vous voyez, la Suisse n'a de loin pas été le seul pays qui a pratiqué ça. Vous voyez, mais je ne vais peut-être pas tellement entrer dans les détails des autres pays, mais en Suisse, les Genevois peut-être se souviennent d'un système qui était en vigueur à Genève jusqu'en 2009, une sorte de garantie d'emploi pour tous les chômeurs en fin de droit dans l'administration cantonale. Donc, quand quelqu'un dans le canton de Genève arrivait à la fin de droit, avait une garantie d'emploi dans l'administration cantonale, qui lui permettait de travailler pendant une année et rouvrir un droit à un délécat de l'assurance chômage et ainsi de suite. Ça, c'était très mal vu à Berne parce qu'on estimait que c'était un abus quelque part. Et il y a eu de fortes pressions de la part de Berne. Il y a eu une première tentative de se libérer de ce système qui a échoué en référendum parce que les syndicats étaient très favorables et la population l'a soutenu. Et une deuxième en 2009 qui a marché. Genève faisait ça de manière très transparente et visible, mais les autres cantons le faisaient aussi, mais un peu plus en cachette. Par exemple, d'autres cantons dans lesquels on a pu évaluer les prestations pour l'aide sociale, pour les bénéficiaires de l'aide sociale, ils avaient des programmes d'emploi pour les bénéficiaires de l'aide sociale de 6 mois. 6 mois, ce n'est pas assez pour rouvrir un droit à l'assurance chômage. Il faut 12 mois. Renouvelable une fois. Et il faut dire aussi que du point de vue de la réinsertion, c'est très mauvais ça. Parce que la réinsertion, c'est compliqué de réinsérer professionnellement des personnes qui se retrouvent à l'aide sociale ou sur les régimes sociaux. Et si vous, quelque part, vous leur faites une promesse explicite ou implicite, que si vous n'arrivez pas à trouver un job, on vous en donnera un, et puis vous allez repartir avec une assurance chômage, etc., c'est très difficile de réussir la réinsertion professionnelle. Et ça, c'est quelque chose de connu, mais qui était amplement pratiqué en Suisse, sans vraiment la conscience du fait que c'était quelque chose de mauvais pour les bénéficiaires. Moi, je me souviens, dans une évaluation qu'on a faite dans les années 2000 par rapport à ces programmes d'insertion pour les bénéficiaires de l'aide sociale, qu'un conseiller européen, une conseillère européenne me racontait avec fierté que pour remettre les gens à l'assurance chômage fédérale, elle connaissait quelqu'un qui travaillait dans un service social et puis ils se partageaient l'année. Donc elle disait, moi je paye la première année, mon service paye le premier 6 mois et puis je me mets d'accord avec l'autre dans l'autre service, il paye les deuxièmes 6 mois et pam, on l'a retransféré à Berne. Et la personne me racontait ça avec fierté. En pensant que c'était quelque chose de positif. Donc, pour vous dire dans quel contexte on était dans ces années-là. Toutes ces choses ont un peu changé depuis. Donc,
une option attrayante parce que voilà, ça permet de garder la visibilité, la pertinence et se libérer en partie des coûts, mais inefficace. Pourquoi inefficace? Parce que en fait, on déplace les clients plutôt que les aider à trouver un emploi. Et les clients sont transférés d'un programme à l'autre et l'énergie qu'on met dans ce transfert, elle n'est pas utilisée pour, je sais pas, les former, pour les accompagner vers de l'emploi, etc. Et on sait aussi qu'avec le temps, le plus on reste dans ce système, le plus difficile devient de retrouver un job. Donc le système, il n'était pas bon, ou la pratique, elle n'était pas bonne. Et je pense que ça a été reconnu, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu des interventions qui ont été prises par la suite. Mais avant de parler de ça, surtout à travers la collaboration interinstitutionnelle, mais avant de parler de ça, je voulais juste vous montrer les évolutions des effectifs des trois grands régimes sociaux en Suisse. Donc vous voyez que le graphique démarre avec la crise des années 90, grosso modo, et on voit qu'il y a vraiment une explosion des bénéficiaires partout. Je ne sais pas, les plus âgés ici se souviennent peut-être du début des années 90. C'était une période où on ne reconnaissait plus le marché du travail suisse. On n'avait jamais connu quelque chose comme ça. C'était un peu le choc. Et puis, vous avez une série de réformes qui sont adoptées. Donc, le premier des trois régimes qui est réformé, c'est l'assurance chômage, en vert ici, qui, très vite, en 1995, introduit une limite de 2 ans à la perception des prestations. Avant, on pouvait, à certaines conditions, rester indéfiniment dans l'assurance chômage fédérale. Mais très vite, on stoppe ça, on limite à 2 ans au maximum, dans les cadres de 2 ans. Et vous voyez que quelques années plus tard, ça commence à décroître et puis ça se stabilise. Alors, évidemment, il y a les cycles économiques, mais la fourchette reste assez limitée. Par contre, les deux autres régimes, ce n'est pas la même chose, continuent à augmenter. Et vous avez l'AI en bleu qui, jusqu'en 2005-2006, connaît une augmentation assez constante et ça s'arrête. Alors là aussi, il y a eu des réformes. En réalité, l'inversion de tendance au niveau de l'AI a lieu avant l'entrée en vigueur des réformes. Donc, on pense qu'il y a eu une prise de conscience très forte des problèmes dans les services cantonaux de l'assurance invalidité dans les offices cantonaux et on a changé le mode de prise en charge. L'aide sociale a plus de difficultés à enrayer la hausse et elle arrive en 2019-2020, mais probablement plus à cause de ce changement de marché du travail qu'à cause des mesures qui ont été prises, parce que l'aide sociale, c'est le seul des régimes qui ne peut pas vraiment déverser son surplus vers quelqu'un d'autre. C'est un régime qui se retrouve à la fin. Voilà, je disais que je voulais dire encore quelque chose par rapport à ce qu'on a fait. Donc, on n'a pas observé tout ça en silence en disant « oh, c'est mauvais ». Il y a eu des initiatives qui ont été prises parce qu'on était conscient du fait que c'était une solution inefficiente et pas idéale, disons. Et la voie royale choisie par les autorités fédérales, cantonales, avec moins d'enthousiasme, je dirais, a été la collaboration interinstitutionnelle. Donc ça, c'est une série d'efforts qui se développent à partir des années 2000, quand on se rend compte que le système tel qu'il a été conçu, avec ces silos où chacun fonctionne selon sa logique, n'est pas bon. Il n'est pas bon par rapport à la résolution du problème public, qui est celui de réinsérer le plus de monde possible sur le marché du travail. Et alors, se met en place cette idée de collaboration interinstitutionnelle et c'est très intéressant de voir comment tout ça peut-être un peu contraster la bonne volonté qui émerge. Si vous lisez les documents, ils sont vraiment empreints de bonne volonté. Vous avez des mots comme du style il faut mettre l'intérêt du bénéficiaire au centre et on s'en fout de qui doit payer après. On verra ça après. D'abord, priorité à la réinsertion, établir les besoins du bénéficiaire d'abord et on va voir après qui devra payer parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Tout ça, c'est un peu le langage qui est utilisé. La réalité, c'est qu'il y a l'avocat qui travaille pour le service social pour faire en sorte que ce soit quand même l'AI qui paye. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça se développe dans les cantons de manière différente. À un moment donné, il y a entre 2005 et 2010 un grand projet piloté par la Confédération, projet pilote appelé MAMAC. MAMAC, c'est un acronyme allemand-anglais dont je vous fais grâce. Mais l'idée, c'est vraiment d'institutionnaliser cette prise en charge conjointe, coordonnée des trois institutions principales, chômage, invalidité
aide sociale. Donc, c'est quelque chose d'assez lourd. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les cas, les personnes qui appartiennent un peu à une zone grise? Ils sont convoqués en principe par 3 personnes, voire 4, parce que parfois il faut aussi un médecin. Donc, vous avez des situations dans lesquelles vous avez un bénéficiaire et 4 accompagnants. Dans les milieux du social, on rigole de Mamac en disant c'est le régime social où il y a plus d'accompagnants que de bénéficiaires. Et c'est quelque chose qui ressort aussi un peu de l'évaluation. Donc, il y a une évaluation assez sérieuse qui est faite à la fin du programme, donc quelque chose de très lourd administrativement parlant, de très lourd. Et les résultats quantitatifs sont aussi assez mitigés. Donc, chacune des 3 institutions avait le droit d'envoyer ses bénéficiaires qu'elles considéraient comme étant dans cette zone grise. Et par rapport aux clients envoyés par l'assurance chômage, on trouve un impact négatif. Par rapport aux clients envoyés par l'aide sociale, on ne trouve pas d'impact. Et les clients envoyés par l'assurance invalidité, vous vous demandez, il n'y en a pas. L'assurance invalidité n'a pas envoyé de clients, ou pratiquement pas suffisamment pour faire des analyses statistiques. Et donc, à ma lecture, l'évaluation n'est pas rose, on va dire. Elle est plutôt décourageante, et c'est aussi un peu ce que j'ai senti en discutant avec des gens du terrain. Malgré tout cela, le gouvernement fédéral, le Conseil fédéral, prend acte de l'évaluation et décide qu'on va rester sur la collaboration interinstitutionnelle comme moyen de résolution de cette problématique-là, parce que c'est quelque chose qui a fait ses preuves. C'est un peu quelque chose qu'on entend souvent en Suisse. Quand on ne veut pas changer, on va dire que quelque chose a fait ses preuves. Et en même temps, bien sûr, il y a des idées plus radicales qui circulent. Alors là, j'en mentionne 2, par exemple, une refonte vraiment radicale du système. Il y a une initiative parlementaire de Stéphane Rossini qui, grosso modo, correspondrait au système de sécurité sociale qu'on aurait en Suisse si on le dessinerait aujourd'hui sans avoir tout le bagage historique. Évidemment, ce n'est pas facile, mais c'est quand même discuté au Parlement, et puis il n'y a pas de suite qui est donnée, mais c'est quand même discuté. Il y a un peu de débat là autour. Et puis il y a aussi les cantons qui se plaignent beaucoup de la situation parce qu'ils pensent être un peu ceux qui reçoivent les coûts, surtout dans ce jeu de transfert de charges. Et alors, le Conseil fédéral ouvre une procédure de consultation pour savoir est-ce qu'il ne faudrait pas fédéraliser l'aide sociale. Fédéraliser pas au sens belge, s'il y a des Belges dans la salle, mais suisse, donc transférer la compétence au niveau de la Confédération pour l'aide sociale. On fait la consultation des cantons. Résultat, non, les cantons ne veulent pas nous lâcher l'aide sociale. Je pense qu'ils étaient bien contents au Conseil fédéral d'avoir trouvé ce résultat-là. Mais en tout cas, il y a ça comme résultat quelque part de la consultation auprès des cantons. Et donc, ça reste un peu la situation où on est maintenant. Donc aujourd'hui, la question de la coordination entre les différentes parties de l'État social, qui peut être problématique, entre autres pour les raisons que j'ai évoquées, officiellement, ça reste quelque chose qu'on gère à travers la collaboration interinstitutionnelle. Ça existe toujours. Il y a toujours des outfits, des endroits, des lieux institutionnels où on pratique la collaboration interinstitutionnelle. On en parle beaucoup moins aujourd'hui, je pense surtout parce que le problème est beaucoup plus limité. On n'a plus une situation dans laquelle chaque assurance, chaque régime social voit ses coûts augmenter année après année. Donc la situation que je vous décrivais tout à l'heure du Conseil d'État qui, en octobre, doit demander une rallonge du budget, ça arrive en principe plus tellement, c'est plutôt le contraire. En décembre, il restitue quelque chose parce que ça baisse. Et donc, du coup, ces inefficiences que j'essayais de mettre en évidence préoccupent plus tellement personne. Et je pense que on va pas essayer de résoudre un problème qui est dormant aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va rester là. On a quelques nouvelles formes de collaboration qui ont vu le jour, un peu plus poussées, comme dans le canton de Vaud. Il y a des unités communes gérées conjointement par l'ORP, donc le service de l'emploi cantonal, et le centre social régional, l'aide sociale, donc qui se mettent ensemble. Ça, je pense que c'est une initiative intéressante, mais ce n'est pas le résultat du contexte actuel. C'est vraiment le résultat du contexte où il y avait cette augmentation continue des bénéficiaires de l'aide sociale. Et maintenant, j'aimerais conclure en revenant un peu au présent, parce que tout ça, ça concerne le passé. Alors, un passé qui, à mon avis, reste pertinent, mais
Mais le présent, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Le contexte a changé, pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Moi, je pense qu'on peut voir le présent du point de vue de la politique sociale, de l'insertion professionnelle, comme une opportunité. Et le fait que le marché du travail soit demandeur de bras et de cerveau, ça peut être une opportunité pour réinsérer. Alors, il y a beaucoup de monde qui trouve, baisse du chômage, baisse de tous les régimes sociaux, mais il n'y a pas tout le monde qui trouve. Et donc, c'est peut-être une opportunité pour pousser aussi des profils plus éloignés sur le marché du travail. Mais probablement qu'il faut élargir la collaboration à deux autres secteurs, l'immigration, parce que l'immigration, voilà, je n'ai pas tellement parlé, mais le domaine de l'asile est un peu en contre-tendance par rapport à tout le reste. Les réfugiés continuent à arriver et les trends géopolitiques mondiaux augurent pas trop bien. Donc on peut imaginer que des réfugiés qui arriveront en Suisse, il y en aura toujours, qu'on voudra les insérer sur le marché du travail. Et donc impliquer dans ce système de coordination de la sécurité sociale, de la réinsertion professionnelle, davantage le secteur des migrations paraît intéressant. Et puis l'autre secteur qu'il faudrait impliquer, c'est la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que le marché du travail a un problème de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Donc il faut qu'on puisse fournir les qualifications, les formations qui sont demandées à ces personnes qui sont en réinsertion professionnelle. Et on a un très bon système de formation professionnelle en Suisse. Il faudrait réussir à le faire travailler ensemble avec le reste. J'ajoute peut-être juste une chose, c'est que formellement, ces deux acteurs font déjà partie de la collaboration interinstitutionnelle. Donc, si vous allez ouvrir Internet, vous allez sur un site de la collaboration interinstitutionnelle, il y a aussi l'immigration et il y a aussi la formation professionnelle. Mais dans les faits, on ne voit pas grand-chose en termes de programmes conjoints, d'efforts conjoints vraiment. On réunit les forces de ces différents acteurs. Et moi, je pense qu'il faudrait développer des solutions win-win, des solutions où les différents acteurs sont gagnants. Ça, c'est un peu inévitable dans un contexte dans lequel il n'y a pas vraiment de pouvoir capable de s'imposer. Puis la collaboration, la coordination risque d'être mauvaise si elle est imposée d'en haut, donc des solutions win-win. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, chaque administration, chaque institution est devenue très jalouse de ses bénéficiaires. Et on assiste à une situation un peu paradoxale où les bénéficiaires de l'aide sociale, les chômeurs, les bénéficiaires de l'AI, les réfugiés sont devenus une sorte de ressources. Et j'utilise ressources au sens de Peter Knopfeld dans son modèle des politiques publiques que peut-être plusieurs ici connaissent. Donc, sont devenus une ressource pour ces acteurs-là. Ils ne vont pas les lâcher facilement, ces ressources. Donc, difficile de trouver des solutions win-win dans ce contexte, mais à mon avis important parce que sinon on risque de perdre une opportunité qui est unique, en tout cas dans les 30 ans que j'ai passé à étudier les politiques sociales, je n'ai jamais vu une situation pareille. Merci. Merci beaucoup, professeur Bonoli. Y a-t-il des questions pour Monsieur Bonoli? Stéphanie. J'ai juste une question. Est-ce qu'on a une idée du transfert qu'on aurait sur l'assurance maladie, justement, d'un certain nombre de ces assurances sociales? Je pense notamment à tous ces arrêts de travail qui oui, pleuvent maintenant pour des conditions d'emploi plus difficiles et qui peut-être dans un autre temps aboutissaient à des... Alors, je ne pense pas qu'on connaisse les chiffres. Même tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, il y a quelques estimations. Si on part de chiffres, il n'y a pas... Parce que comme c'était des pratiques un peu mi-cachées, il y a quelques estimations, mais il n'y a pas de chiffres. Et je pense que par rapport à l'assurance maladie perte de gain, donc vous pensez, je pense, là, on a encore moins de statistiques. Donc, je pense que c'est difficile, mais c'est aussi un acteur important. Je pense que le coût global, c'est dans les 5-6 milliards par an, donc c'est un acteur important, mais c'est un peu morcelé entre tous les différents acteurs. Michel Huisseau. Merci beaucoup. Il y a juste une chose que vous n'avez pas du tout évoquée, c'est le revenu inconditionnel de base. Oui. Je ne sais pas si dans les solutions win-win, pour vous, ça serait quelque chose. Moi, je ne suis pas spécialiste. Mais... Alors, ça, c'est une idée qui est très intéressante, qui circule depuis plusieurs décennies, enfin même plus, hein, mais disons la variante dont on parle aujourd'hui, je dirais peut-être les années 2000, comme ça, on en parle beaucoup.
Et moi, et aussi beaucoup de monde, un peu de mon milieu, donc expert en politique sociale, au début, on était très sceptique de cette idée en disant qu'il faut quand même des politiques sociales bien pensées, bien ciselées pour arriver vraiment à amener. Mais je pense qu'il y a un peu une évolution, mais peut-être pas forcément vers un revenu de base qui remplacerait tout, parce que ça reste très difficile d'imaginer les conséquences de ça. Et on ne sait pas quelles seraient les conséquences sur l'emploi, notamment. Quand il y a eu l'initiative en Suisse en 2016, il y avait des projections qui étaient faites par les initiants qui disaient, même si on donne 2500 francs par adulte, plus je ne sais plus combien par enfant, on peut financer ça en Suisse. On a assez d'argent pour financer, il faut juste monter la TVA de quelques points, ça joue. Mais eux, ils faisaient l'hypothèse que le gâteau à se partager restait constant quelque part, donc ça n'aurait pas d'impact négatif sur l'emploi. Mais est-ce qu'on est sûr de ça? Moi, c'est très difficile de savoir, parce que si, alors peut-être que nous, les profs d'université, on va continuer à travailler, même s'ils nous versent 2500 francs en plus, parce qu'on a plutôt tendance voilà, à s'incruster sur nos chairs, mais tous ceux qui ont des jobs, disons, alimentaires, je ne suis pas sûr. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est plutôt une variante beaucoup plus basse qui pourrait être intéressant pour tous ces travailleurs précaires, travailleuses précaires qui font peut-être des courses avec Uber, qui gagnent un peu ici, un peu là, et puis après, pour lesquels l'aide sociale n'est pas adaptée, parce que l'aide sociale, c'est lourd, il faut arriver avec plein de documents, montrer, puis le mois suivant, vous avez gagné plus, on vous enlève, vous devez restituer. Et quelque chose, là, on donne une sorte de socle à tout le monde. Si tu gagnes plus, tant mieux pour toi. Si tu n'y arrives pas, ma foi, peut-être il y a une autre aide disponible, quelque chose comme ça. Là, je pense qu'il y a un intérêt. Madame. Merci. L'un des éléments centraux de votre démonstration, c'était de pousser les gens à être réinsérés sur le marché du travail. Est-ce que vous analysez aussi la question de l'effet de seuil? Parce que généralement, avec cet effet de seuil, c'est parfois pas très intéressant d'être réintégré sur le marché du travail, parce qu'on est moins bien positionné que si on touche une aide sociale ou autre. Tout à fait. Alors, je n'ai pas parlé, mais vous avez raison de soulever ça. C'est aussi un obstacle important à la réinsertion professionnelle et qui est peut-être aussi en partie dû à la mauvaise coordination entre les différentes aides qui sont disponibles. C'est vrai qu'en Suisse, vous pouvez vous retrouver dans une situation où 1 franc de plus de gagné ou 100 francs de plus de gagné vous laisse à la fin du mois avec moins d'argent. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose de plus ou moins connu auprès des bénéficiaires et c'est un obstacle important. Ça, c'est regrettable parce qu'un système de réinsertion professionnelle, disons, qui se donne toutes les chances de réussir, devrait primer celui qui fait l'effort de passer de la situation d'assisté à la situation de travailleuse ou de travailleur, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. On a souvent thématisé ça dans le passé, maintenant un peu moins. Il y a des solutions, mais qui coûtent, parce qu'en fait, il faut des prestations dites dégressives, où quelqu'un qui quitte l'aide sociale peut garder quand même, il ne quitte pas l'aide sociale avec le fameux franc supplémentaire, mais garde quand même des prestations qui diminuent au fur et à mesure que le revenu augmente. Ça existe dans d'autres pays, mais en Suisse, on n'a pas vraiment voulu développer ça. Oui, au fond de la salle, monsieur. À votre avis, est-ce que le Conseil fédéral a eu raison d'insister avec la collaboration interinstitutionnelle malgré un bilan qui était assez négatif? Alors, ça, c'est une très bonne question. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de répondre qu'il n'a pas eu raison, parce que finalement, le problème pour lequel parce qu'une réforme radicale, qui était un peu l'alternative, qui était discutée à l'époque, c'était pas facile de la faire. Moi, j'avais discuté avec plusieurs acteurs qui disaient, même ceux qui étaient très mécontents du fonctionnement de la collaboration interinstitutionnelle, disaient bon, on pourrait essayer de refaire le système, mais quelle est la garantie que le nouveau système va être meilleur? Il n'y en a pas, il faudra le faire, ce nouveau système, le faire tourner, et peut-être qu'on découvre que finalement, on arrive, même en étant optimiste, on arrive à insérer, je ne sais pas, 1% de plus de personnes. Est-ce que ça valait la peine de faire tout ça? Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, le fait que le problème structurel, il est là.
mais ce n'est plus vraiment un problème parce que les nombres font qu'on peut très bien tolérer ce type d'inefficience. Quand vous avez un marché du travail qui tourne bien, comme c'est le cas aujourd'hui en Suisse, vous avez des finances publiques qui n'ont pas trop de difficultés, on peut se permettre un système qui n'est pas vraiment le top de l'efficience. Par contre, si on avait une crise comme celle des années 90 qui revient, alors là, il y aura un problème. Y a-t-il Oui, monsieur. Une petite question, tu as fait allusion au terme de ressources et je veux intervenir sur ça. En fait, ce qu'on fait avec la proposition que tu fais avec la prise en charge des réfugiés, c'est une exploitation des services de l'emploi par les services de réfugiés. Dans la mesure où la ressource, en fait, des services de l'emploi, c'est les places attribuables. C'est leur place attribuable. Ils ont propriété sur ça. C'est la pensée dans les administrations très fréquente. Le problème, ça appartient à moi et pas à mon voisin qui est dans la même administration. Alors une relation de propriété, c'est-à-dire si on leur enlève ces places de travail et si on les attribue aux services de réfugiés, c'est une expropriation. Alors comment pallier à ce problème? Ce n'est pas un problème lié à cette politique dont tu parles, mais à toute politique publique qui en fait a une structure administrative qui est propriétaire de sa problématique. Je crois que là, tu fais allusion à quelque chose de très important. La situation est paradoxale parce que moi, je suis impliqué dans quelques évaluations de programmes de réinsertion professionnelle qui datent encore de l'époque où on avait trop de chômeurs. Et j'ai des contacts avec les services de l'emploi des cantons. Et je m'attendais à rencontrer des gens heureux parce qu'avec le taux de chômage bas, je me dis leur travail est devenu facile. Et c'est le contraire. C'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une machine qui a été mise sur pied pour un taux de chômage qui est à peu près le double, peut-être, qu'il faut faire quelque chose avec. Et il y a pénurie de chômeurs, de bénéficiaires de l'aide sociale pour faire tourner cette machine. Bien sûr, on peut la réduire, cette machine. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que il y a des engagements, il y a des postes de travail derrière. Et là, je pense que un des enjeux, c'est aussi comment jongler. Et je pense que de la garder en vie, la machine, ce n'est pas forcément mauvais. Parce que si, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on en a besoin et on l'a démantelée, ce n'est pas en 3 ans qu'on la recrée, une machine comme ça. Il y a de l'expertise, il y a des structures. Donc, moi, je pense que ça fait du sens de la garder en vie, cette machine. Peut-être pas pour toujours, mais en tout cas... Mais il faut que ça fasse du sens et c'est pour ça que je me dis peut-être impliquons d'autres acteurs, les acteurs des migrations, les acteurs de la formation professionnelle et adaptons un peu le travail que fait la machine pour qu'elle ait toujours un sens plutôt que de la faire tourner à vide, qui ne paraît pas une bonne idée, ou de la fermer, de l'éteindre, qui ne semble pas une bonne idée non plus. Qu'on arrive au bout des questions. Moi, je voulais quand même juste soulever quand même un dernier paradoxe. Vous avez au fond vu l'évolution démographique comme une opportunité pour les politiques sociales. Moi, je suis aussi impliqué dans le domaine du 2e pilier. Donc, pour les assurances sociales, c'est plutôt vu comme une menace. Et il y aura peut-être un pont à faire entre les chômeurs et les travailleurs au-delà de 65 ans. Oui, tout à fait. Alors, tout ça, c'est vrai que c'était la sécurité sociale pour les personnes en âge de travailler. L'impact du vieillissement sur le système de retraite et un autre, c'est quelque chose de connu, effectivement. Tout à fait. Merci en tout cas infiniment pour votre présentation.